et les autres. Voilà. Vous avez écrit printemps dans le sillage des printemps arabes, ou dit arabe. Et vous, dans le roman, il parle de deux personnages essentiels, les deux femmes, l'athlète et l'espagnol. Une relation homosexuelle entre deux femmes. Pourquoi espagnol? Est-ce toujours l'Andalousie et cette nostalgie, cette Andalousie qui nous a pas été féconde en quelque sorte? Merci. C'est exactement ça, absolument. J'ai voulu, c'était vrai, j'ai connu ce couple-là, je l'ai connu. C'était des voisins, dans le même immeuble que moi. Et j'étais très ami avec l'Algérienne, et je me rends compte, en fait, quand l'espagnol j'ai compris que, et puis j'ai fini par avoir, naturellement, le fait que l'espagnol a découvert qu'il ne me connaissait pas, mais a découvert que j'étais traduit complètement en espagnol, alors là, j'ai pris de l'importance. Et là, elle a eu envie à un moment donné de se confier l'espagnol. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette relation. Et je crois que c'est effectivement cette Andalousie qui est quand même là, présente, qui est à la fois un peu la réussite du Maghreb, peut-être, et l'échec du Maghreb aussi. À la fois les deux. Bon, bonjour. J'aimerais poser une question sur la relève. Est-ce que vous croyez qu'il y a une relève pour la relève pour la littérature algérienne, à savoir arabe ou française? Parce que, comme vous savez, les anciens vont partir, mais quand même, est-ce que vous croyez qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à la littérature, que peut-être dans le futur, on aura des écrivains comme vous? Voilà. Vous savez, oui, bien sûr, il y a des écrivains, il y a des peintres, il y a des... Bon, moi je crois que... On a eu les classiques algériens, c'est-à-dire Mohamed Dib, Faraoun, ou plutôt Faraoun d'ailleurs, Mohamed Dib, Mouloud Maamri, Katib Yassine, rupture. Entre ces trois-là, et Katib Yassine qui vient de la rupture. Et entre Katib Yassine et la génération d'aujourd'hui, ou simplement celle qui m'a précédé, un peu avant, comme je dirais Amin Zawi, Ossini Laraj, Ben Foudil, Abdel Malik, Hamid Ayashi dont on ne parle pas, qui est très très bon romancier, très très bon, pour moi le meilleur. Franchement, j'ai pas le droit de dire, moi j'ai le droit, je peux dire, mais vraiment pour moi comme lecteur, Hamid Ayashi est le romancier avant, c'est-à-dire de la nouvelle génération, même s'il est assez âgé, de cette génération après moi, qui vraiment porte un monde, parce que qu'est-ce qu'être vraiment un artiste ou un écrivain? C'est porter un monde, une vision, avoir une vision. Et je dis toujours aussi que l'art, finalement, c'est l'accumulation. Aussi, dans mes romans, il y a beaucoup accumulation des choses banales, des futilités, mais aussi accumulation de la connaissance. Par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, que dans la prise de Gibraltar, il y a quand même une équation mathématique insoluble, que j'ai créée parce que je suis fasciné par les maths, comme les échecs, comme la philosophie. Je lis toujours Nietzsche, je lis toujours le pire c'est Kant, c'est le pire. Difficile à lire, c'est compliqué. Et je n'ai pas encore compris Kant, ça je le relis encore. Bon, et donc il y a cette... j'ai perdu le fil là, c'était ça. Le fil. C'est bon. La relève. Non. Ça parle de relève. La relève. Donc il y a ces gens-là, il y a, je sais pas, on en a, il y a Ben Fodé. Ben Fodé, moi je trouve que c'est des romans passionnants. Ça a du souffle aussi, en plus il a beaucoup de souffle. Bon, nous avons comme ça une bonne dizaine, il y a... Bon, peut-être que là, on n'a pas encore des gens qui ont remplacé l'Akhtar Hamina, qui ont remplacé Pijloufa, qui ont remplacé Rachdi, etc. Je pense que c'est le cinéma. On n'a pas encore des cinéastes vraiment de cette valeur-là, comme en littérature. En peinture non plus, on n'a pas l'impression qu'on trouve quelqu'un à la place de Khedda, d'Issiakhem. Je ne pense pas. Je regarde, je vais beaucoup dans les salles d'expo d'Alger. Je vois de bonnes choses, de belles choses et tout, mais il n'y a pas ce côté complètement exceptionnel.
dans les galeries. Voilà. Et c'est normal, je pense que, je sais pas, il faut pas un siècle. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde, prenons l'Occident comme exemple, parce qu'ils sont quand même en avance, beaucoup plus en avance que sur nous, que quand on prend les tableaux. C'est-à-dire, vous savez, il y a combien de grands peintres du XXe siècle, même pas du XIXe, combien de romanciers du XIXe siècle dans les pays occidentaux? La France, Balzac, Zola, Flaubert, on trouve 5, 6, qu'on lit encore aujourd'hui. Et c'était des milliers. C'était des milliers, pourquoi? Parce que c'était tous c'est-à-dire des feuilletonistes, en fait. Tous les romans de Balzac, c'était des feuilletons qu'il publiait chaque jour dans le Figaro. C'était dans le Figaro, à l'époque, qui existait déjà, de l'époque de Balzac, et qu'une fois qu'il a fini, il ramasse et il fait un livre. Donc, c'était très nombreux. Il reste, on prend quand on dit à quelqu'un, citez-moi 5 romanciers russes, Tolstoï, Dostoïevski, évidemment, difficilement, Tchekhov, qui n'est pas un romancier vraiment, mais un dramaturge, et surtout des belles pièces de théâtre, etc. Mais des romans. Et donc, très peu, des peintres aussi. Aujourd'hui, XXe siècle, on trouve quoi? Une vingtaine dans toute l'Europe, et l'Amérique comprise. Une vingtaine de gens sont encore aujourd'hui, quand ils font des expositions, enfin, ils sont morts tous, mais quand il y a des expositions, il faut se prendre tôt dans les musées de Londres ou de Paris pour avoir une place. Même si elle reste, cette exposition, 6 mois, souvent. 6 mois, ce que chez nous n'existait pas du tout. Et là, tomber Mohamed Khadda, de temps en temps, avec Siakhem, les anciens, c'est au bout d'une semaine, ils disparaissent. Et quand on va dans le musée, il n'y a personne. Il n'y a personne. Même pas les étudiants des Beaux-Arts dans le musée d'Alger. C'est incroyable. Ça aussi, c'est un problème de culture. Et là, on retombe sur, loin de romans, loin, l'école. L'école ratée, l'école algérienne ratée complètement à 100%. Parce que les mosquées sont pleines, hein? Ah, voilà. Donc, si vous voulez, on va revenir un peu à la dépossession. Donc, dans le roman, donc, j'ai l'impression que c'est un roman autobiographique, parce que donc ça parle un peu de votre enfance, de votre parcours cursus scolaire. Et vous avez écrit, justement, vous avez décrit la polygamie de votre père, le concubinage. Est-ce que, c'est-à-dire, c'est pour remettre en cause un peu l'ordre établi, parce que c'est une pratique très répandue chez les musulmans, ou alors vous faites simplement, vous étalez simplement votre enfance et les malheurs, si j'ose dire, que vous avez vécu avec la répudiation de votre mère, le délaissement de votre mère, justement. Oui, ça me permet de parler psychanalyse, parce que je suis dans mes romans, c'est des romans de la psychanalyse. J'ai fait moi-même une psychanalyse, je sais ce que c'est que la psychanalyse, un peu, hein. Je ne sais jamais vraiment qu'est-ce que c'est au fond, cette chose-là. Et je crois que c'est la psychanalyse, c'est un peu mes personnages, je psychanalyse ces personnages qui sont détraumatisés en fait, quelque part. Et au fond, le trauma, c'est la répétition de la cause essentielle du trauma. Et donc, depuis la répudiation à ce dernier roman, il y a toujours la mère, l'enterrement de la mère, le cercueil de la mère, des choses qui me hantent. C'est comme, et pourquoi? Parce que dans la mémoire, elle tourne en rond. C'est toujours, quand vous avez quelque chose dont vous devez vous souvenez toute la journée, et parfois même plusieurs jours, et elle vous hante, cette idée-là qui tourne en rond, et que vous oubliez, puis qui revient un mois plus tard peut-être. Ça c'est un peu, dans mes romans, c'est un peu ce système-là, cette technique du côté colloïdal de l'escargot entêté. Un peu comme ça. Et j'ai toujours été fasciné, j'ai beaucoup lu sur la psychanalyse, et j'ai toujours été fasciné par cette chose qui n'est pas très répandue chez nous. Il y a quelques psychanalystes, très peu, qui fonctionnent aujourd'hui en Algérie, qui travaillent, qui ont des cabinets. Et c'est une chose qui n'est pas, à laquelle on ne croit pas beaucoup, bof, au fond, c'est des... Et pourquoi? Parce que la superstition est fondamentale chez nous. Nous sommes encore un peuple de la superstition. On est encore de la superstition.
exemple comme ça, une jeune femme qui vient se plaindre chez moi, il n'y a pas longtemps, cette semaine, et elle me dit que... Alors, peut-être parce que son père a une tumeur du cerveau, sa mère a une tension trop forte, ses deux frères veulent partir en Harraga, et elle dit, qu'est-ce que c'est moi qui... Elle est l'aînée, elle me dit, j'ai dû faire quelque chose. Non. C'est ma faute. Donc, c'est le problème de la superstition. Je dis, mais non, tu n'as absolument rien. La tumeur de ton père, c'est tout à fait expliqué scientifiquement. Il n'y a pas de... la tension de ta mère, c'est pas de... Les frères Harraga, c'est vraiment la mode, quasiment, hélas. Donc, justement, la psychanalyse, c'est d'essayer de comprendre son propre itinéraire. Pourquoi? Et les traumas ne disparaissent pas. Ça, quand on voit, mais les maîtres dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, je vais en parler un peu très vite, mais surtout Faulkner, William Faulkner, un Américain du XXe siècle, début du XXe, il est mort dans les années 60, prix Nobel de littérature, il a commencé communiste, il a fini vraiment dans la CIA, hein, un agent de la CIA, absolument, mais c'est un écrivain extraordinaire, je pense que vous avez lu son grand roman, Le bruit et la fureur. Le bruit et la fureur, et d'autres romans. Moi, c'est mon lecteur préféré que je relis. Il y a justement ce questionnement par la psychanalyse de ce que nous faisons, de ce que nous ne faisons pas, de nos désirs, de nos non-désirs, de nos peurs. Nous avons tous peur, tout le temps. Nous avons peur tout le temps. En dehors même, dans son lit, on a peur, la preuve, c'est qu'on fait des cauchemars. Et donc, ce côté-là de la psychanalyse que j'ai essayé, non pas de faire aimer aux Algériens, à mes lecteurs, non pas de leur imposer, de dire allez faire une psychanalyse, voilà ce que c'est. Non, je ne suis pas spécialiste. Je n'ai été qu'un patient de la psychanalyse, quelqu'un qui a été psychanalysé et qui a lu beaucoup, qui lit toujours la psychanalyse. Dès qu'il y a un livre qui sort sur la psychanalyse aujourd'hui dans le monde, je le lis. Ça me passionne parce que ça donne tellement, comment l'homme est tellement riche, l'être humain, et en même temps tellement pauvre devant tout ça. Et si la littérature, c'est aussi pour un poète français, un grand poète, j'ai oublié son nom, il disait j'écris pour rendre le réel inoffensif. Un peu pour amadouer, le rendre moins dur. Il est dur, le réel. Il est dur, notre réel, tous les jours. Quelle que soit la situation de classe, j'y crois beaucoup, moi, aux classes, je suis aisé, l'autre est riche, l'autre il est pauvre, l'autre il est misérable, chez le khubz, ou l'autre chez les 4x4, je ne sais pas combien de millions, des centaines de millions. Il y a cette peur-là chez l'homme, elle est innée, et elle vient de très loin, de ses origines, etc. Donc, là aussi j'ai perdu le fil, mais je crois que c'est un élément de traverser votre question. Donc dans tous mes romans, depuis la répudiation à cette année, il y a l'enterrement de la mère, il y a la violence du père, il y a l'accusation d'adultère, il y a le suicide du frère, l'homosexualité du frère, ça revient tout le temps. Bien sûr que dans la répudiation, c'était vraiment basique. Après, peu à peu, ça devient juste des moments, des passages, des réminiscences. Des réminiscences. Voilà. Et le rôle de la réminiscence dans le roman, dans la littérature, est très important. Je crois, j'ai appris ça chez mes maîtres, qu'ils soient d'ailleurs américains, et j'ai quelques Français aussi, vraiment des maîtres du roman. Et même, j'en ai connu quelques-uns, Claude Simon, quelqu'un pour moi d'énorme, personne ne le connaît aujourd'hui, même c'était prix Nobel, Rob Grillet, non, Rob Grillet on le connaît parce qu'il a fait du cinéma aussi, mais on ne connaît pas ses romans, et donc on apprend la réminiscence, cette réminiscence que je passe dans une rue ici, hein, d'Aoukas, je sens une odeur de pain qui sort du four, et ça va m'amener Proust, et on retombe sur Proust, aussi le plus grand pour moi peut-être, du 19e siècle, début du 20e, fin du 19e. Et c'est cette littérature proustienne, faulknerienne, que j'essaye de récupérer à travers une réalité brutalement brute et brutalement algérienne.
Je voudrais revenir à quelque chose qui me tenait à cœur. Vous dites toujours dans vos interventions que vous ne mélangez pas l'art et l'idéologie. Or, dans vos écrits romanesques, l'histoire est toujours là. N'est-il pas un paradoxe? Merci. Non, non, pas du tout, parce que l'idéologie est une chose, l'histoire est une autre. Non, non. Non, non. Est-ce que j'ai fait jamais, dans un de mes romans, l'apologie du marxisme, mon idéologie? Non, jamais. Jamais. Quand j'ai écrit sur des communistes vraiment, qui sont des prototypes du communisme en Algérie, qui sont des historiques, comme l'affaire de Tahar Romri, dans un de mes romans, qui s'appelle, je crois, c'était dans Le Démantèlement, où c'est un homme banal, c'est un homme... à tel point d'ailleurs que les camarades communistes m'ont dit, mais comment Tahar Romri, c'était un type? Ben, c'est un être humain d'abord. Il n'est pas, avant d'être communiste, avant d'être un héros, il n'est pas d'abord, un communiste n'est pas héroïque, hein, pas du tout. Au contraire, c'est la modestie même. Mais c'est vrai que Tahar Romri a été un instituteur de Coran dans un bled de Andaf, dans la région dans le pays Chaoui. Et qu'ensuite il est rentré comme ça par hasard, parce qu'ouvrier aussi, il était ouvrier agricole chez les colons, il a pris conscience et peu à peu il devient membre du bureau politique du Parti communiste algérien. Et monte au Maquis en 58 ou 57, meurt au Maquis, et je l'ai pris comme exemple type parce que il est resté ça m'a frappé beaucoup, je l'ai connu, j'ai lu ses mémoires. Je me suis rendu compte qu'il était musulman. Il est resté très pratiquant, musulman pratiquant, en étant membre du bureau politique du Parti communiste. Même, c'est pas si paradoxal que ça, en fait. Parce qu'au fond, le communisme, c'est pas athéisme, absolument pas. Il y a beaucoup de communistes militants qui sont des gens qui sont croyants, musulmans ou croyants, en tout cas. Donc, Tahar Romri m'a plu parce que j'ai lu que quand il y avait les réunions du bureau politique du parti à l'époque, quand arrivait l'heure des prières, il arrêtait la réunion et il allait faire sa prière. Alors que vous ne pouvez pas faire la prière, vous les faites le soir, toutes en même temps. Non, lui il était très dogmatique presque là-dessus. C'est vrai. J'ai parlé de lui parce qu'il a vraiment, comment il a pris conscience politiquement par rapport au colonialisme, c'est que un jour il est parti aller travailler dans un champ de colons. Sa famille a été liquidée, sa femme et son... Avant même, entre 45 et 48. C'est-à-dire après 45, mai 45, il y a eu des trucs de l'armée française contre certaines, dans des petits villages, etc. Et sa femme et sa fille, ils venaient de se marier, il avait une petite fille, a été bombardée par... pourquoi? On ne sait pas pourquoi. Et il est resté fidèle, vraiment, à sa femme, toute sa vie. Quand on n'a pas de femme, un homme qui n'a pas de femme, il fait quelque chose pour remplacer la femme. Je le dis dans le roman, vous pouvez le lire. Les communistes m'ont dit, mais comment, comme ça, tu parles de Tahar Romri? J'ai dit, oui, Tahar Romri faisait ça. Qu'est-ce que vous me racontez? Il était un être humain, c'est pas... moi, je dis, au contraire, c'est de le rendre plus humain encore qu'il ne l'est, mais qu'il est humain avant tout. On est tous des humains. Je suis un membre du Parti communiste, ou président de la République, on est des êtres humains tous. Moi, s'il vous plaît, je voudrais juste un souci. La problématique du langage parlé algérien. On le retrouve dans le théâtre, dans la chanson, mais hélas pas dans le roman. Ah, bah chez moi aussi. Beaucoup. Beaucoup. Parce que Céline accordait beaucoup d'importance au style, au langage parlé. Il disait qu'à travers le langage parlé, on peut faire passer les émotions, du langage parlé, à travers l'écrit. Voilà. Je l'ai fait. Quand j'ai écrit mes romans en français, je crois que j'ai deux témoins qui sont des lecteurs, c'est Ahmad et mon copain, comment il s'appelle? Je ne connais pas très bien. Quand j'écrivais en français, le problème du dialecte algérien, je ne pouvais pas, il fallait utiliser l'argot français que je ne connais pas. J'ai quand même utilisé un peu en regardant un peu Céline, Ferdinand Céline, absolument.
Mais quand je me suis mis à écrire en arabe, alors c'est vraiment... même on me l'a reproché, des lecteurs gentils me disant bzaf. C'est que c'est dans les romans écrits en arabe. C'est pas assez noble. Pardon? Considéré comme assez noble d'essayer d'écrire un roman en langage. En entier? C'est difficile, il me semble, très difficile. Parce que le dialecte, malgré tout, n'a pas de concept. Il a des images, mais il n'a pas de concept. C'est différent. Merci. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour M. Boujdala. Je me présente, je suis M. Zerari, président de l'association culturelle Isabelle Eberhardt de Béjaïa. Donc, j'ai eu le plaisir et l'honneur d'être à votre place il y a 15 jours. J'ai fait une conférence et il y a eu aussi beaucoup de monde. Et là, je vais vous poser 2 questions, si vous permettez. Il y a un intervenant qui a posé une question vous concernant. Donc, il a dit que M. Boujdala était critique et qu'il critiquait vieux Isabelle Eberhardt. Donc, moi, je n'en sais rien, en fait. Si c'est vrai ou pas vrai, je vous pose la question. Cet intervenant paraissait être sûr de lui en disant que même que je ne sais pas s'il est dans la salle aujourd'hui. C'est vous-même? C'est moi-même qui a posé le... D'accord. Donc, me renseignant un petit peu, je me suis rendu compte que vous étiez critique, que vous critiquez Kamel Daoud, Bahem Samsal, Yasmina Khadra. Ça n'a rien à voir. Mais non, laissez-moi terminer. Par rapport à Isabelle Eberhardt. Par rapport à Isabelle Eberhardt. Voilà. Est-ce que c'est une critique? Voilà. Dans le dernier moment, dans la dépossession d'Isabelle Eberhardt et de sa conversion à l'islam. Voilà. Donc je voulais vous poser la question, vous la critiquez en quoi? Non, elle n'a jamais été musulmane, elle ne s'est jamais convertie à l'islam. Voilà. Donc laissez-moi terminer, si vous permettez, parce que j'ai une deuxième question derrière. Allez-y sur le reste. Voilà, donc ça c'est la question qui a été posée par un intervenant que je vous pose. Donc j'aimerais bien avoir votre réponse. Quant à la deuxième question, il s'agit de, vous dites que, et c'est prouvé que vous faites de très beaux scénarios, comme vous êtes scénariste, chronique des années braises, etc. Donc je me disais que, est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que vous êtes aujourd'hui capable aussi de faire un scénario sur la vie d'Isabelle Eberhardt? Et merci. Si on me le commande, oui, moi je n'écris pas, j'écris sur commande parce que je n'ai pas. J'ai 2 scénarios qui sont déposés aux droits de l'homme actuellement. Un sur comment il s'appelle, Zerot Youssef, personnage qui m'a toujours séduit parce que c'était quelqu'un justement de fragile, qui prend le maquis et qui était amoureux de Cheikh Osman, je vous dis, Raymond Léris. De Raymond. Et il chantait alors qu'il était très... J'ai rencontré sa femme et sa fille par hasard à Constantine un jour, et elles m'ont dit qu'il était vraiment, même dans le maquis, quand ça allait mal, il réunissait ses troupes et il leur chantait Raymond Léris. Et ça m'a un peu intéressé, donc j'ai fait un scénario déposé. On m'a demandé un scénario sur l'équipe de football de l'ALM, du FLM de 57, 58, 58. Et j'ai fait un scénario vraiment très compliqué, je me suis renseigné, je me suis déplacé là où cette équipe s'est mise à exister, j'ai regardé tous les matchs où ils jouaient, c'était la plupart joués dans des équipes françaises, dont Makhloufi, les grands, etc., Bentifo, etc. Et ils sont toujours dans un casier au ministère de la Culture, je ne sais pas s'ils se censurent ou pas, aucune impossible de... Donc, sur Isabelle Eberhardt, j'écrirai, mais je dirais que Isabelle Eberhardt était une mystique. Mais elle ne s'est pas convertie à l'islam. Pourquoi? Parce qu'il y a des textes d'Isabelle Eberhardt et des textes de gens qui l'ont connue ou qui disent que Isabelle Eberhardt, par exemple, ne faisait pas le ramadan, le carême, par exemple. Un certain nombre de choses, peut-être pas, qu'elle était mystique, oui, mais elle n'a jamais été convertie à l'islam, à mon point de vue. C'est ce que j'ai compris. Et au contraire, j'ai beaucoup d'estime pour cette femme. Mais cette femme, c'est une mystique. Elle ne cherchait pas ni l'islam, ni rien. C'est le désert. C'est quelque chose qui l'a rapproché d'un dieu qu'elle avait, qui était musulman, ou chrétien, ou juif, ou bouddhiste, de quelque chose de puissant. Voilà, c'est pas une critique, c'est simplement dit que elle était connue j'ai vraiment fréquenté des gens qui l'ont connue quand elle vivait avec son amant algérien, à ce moment-là, à El Sefra,
qu'il n'y avait pas de conversion. Moi, je la préfère, elle me serait plus sympathique, parce qu'elle ne s'est pas convertie, mais elle a cherché quelque chose de la foi. Non, elle n'aurait pas converti, elle a dit je suis née musulmane et je n'ai jamais changé de religion. Oui, eh ben, oui, elle ne sait pas, oui, c'est la même chose. Elle n'est pas née musulmane, elle est née orthodoxe. Elle est née russe orthodoxe. Elle est née orthodoxe. Bon, donc voilà, c'est pas du tout une critique, au contraire, je vais parler, mais d'une façon romanesque, avec beaucoup, c'est dans la dépossession. Tout simplement, il est là. Vous pouvez le vérifier. Maintenant, sur ça, le pamphlet que j'ai fait, j'ai pas fait, vous dites les écrivains, vous citez quand même, mais j'ai parlé des cinéastes, j'ai parlé des peintres, j'ai parlé des historiens qui ont complètement, comment dire, trahi l'histoire telle la véracité de l'histoire, qui ont complètement trafiqué l'histoire algérienne, non pas parce qu'ils étaient convaincus, moi je ne pense pas du tout, mais pour complaire. Et c'est le problème de l'aliénation, quelqu'un qui a posé la haine de soi. J'ai posé ce problème à travers une dizaine de personnes. Par exemple, la fille Bengana. La fille Bengana, ni artiste, ni ceci, ni cela, ni rien. Elle est la première que c'est une fille, une petite fille arrière du fameux Bengana de Biskra, qui a été un terrible féodal et un grand tortionnaire de la résistance du nationaliste algérien bien avant la guerre de libération, avec des preuves incroyables, vraiment accumulées, etc. Qui fait un livre, disant, c'est Abdelaziz Bengana, roi des Zibans, et qui en fait un saint, un type formidable qui n'a jamais torturé. Il torturait d'une façon incroyable. Je pense que vous avez lu le pamphlet, et que c'est dans le pamphlet, les détails de comment il torturait les nationalistes. Et aussi les communistes passaient bizarrement à Biskra. C'était à Biskra, je ne sais pas pourquoi il y avait une sorte de nœud communiste là-bas. Pourquoi? Parce que Biskra, il n'y a pas de prolétariat, il n'y a pas de... Eh bien si, il y avait un groupe communiste assez puissant qui va donner d'ailleurs Amrani, pas Jamal, Jamal Amrani c'est un poète là, mais l'avocat, un bâtonnier de Batna, Amrani, qui a été liquidé par l'ALN, parce que communistes, avec un groupe de communistes qui étaient des chrétiens, des juifs, etc., mais tous des patriotes algériens, on leur a demandé de se convertir à l'islam immédiatement, un chef de zone, idiot, je pense. Et ils ont refusé. 124 ont été égorgés dans la même grotte de la région de Batna. Je connais cette grotte, je l'ai visitée 2 fois. Et voilà, donc c'est ce Bengana dont on fait... Voilà, donc j'ai remis les choses. Et très vite, parce que c'est trop long pour expliquer, lorsque j'ai lu le roman c'était pas du tout sur Camus, hein. Je reprochais à Kamel Daoud d'avoir transformé, complètement inverti l'histoire d'Algérie. C'est lorsqu'il dit que... non, c'est Sansal, ça, pardon. Sansal, dans le village de l'Allemand, il raconte que c'était des nazis qui ont été, qu'on a fait venir de l'époque de Hitler pour aider l'ALN à couper les barrages électrifiés de l'Est et de l'Ouest. Alors c'était des communistes de RDA. Pourquoi? C'était des communistes demandés par l'ALN. Officiellement, la RDA de l'époque, c'était la République démocratique allemande, qui avait un ambassadeur auprès de l'ALN, à Tunis. Et il y avait un ambassadeur algérien à Berlin, la capitale de la RDA, c'était Berlin. Et voilà, ces choses-là, pourquoi on dit que ces Allemands qui nous ont aidés pendant la guerre sont devenus des nazis alors que c'était des communistes? C'est là le truc. Donc j'ai corrigé un certain nombre de faits et d'actes historiques absolument avérés et incontournables. Donc c'est pas du tout une critique ou dire comme ci, comme ça. On a raconté que j'étais jaloux de Kamel Daoud. On a parlé de 32, je suis à 38 romans. Plus les 4 trucs, plus la poésie. On ne parle jamais de mes 4 recueils de poèmes, dont je suis très fier. Et de mes scénarios. Pourquoi je serais jaloux de Kamel Daoud, que j'ai bien connu, avant qu'il ne passe de l'autre côté? C'est ça le problème. Quand comment il s'appelle Sansal a commencé avec le serment des barbares, je le connaissais bien, on se voyait, je savais quel était son passé. Hein. C'était quand moi j'étais en prison plusieurs fois, lui il était en haut de l'échelle de l'État algérien qui m'a torturé moi, et ma femme aussi.
Donc, malgré ça, je me suis dit, il n'était pas responsable directement, mais il était dans ce système-là. Et il écrit le Serment des barbares, j'ai lu, au fait, j'ai lu, j'ai aimé, et je lui ai dit, et je l'ai dit beaucoup, plusieurs fois. Après, il nous fait le village de l'allemand, et c'est faux. Et j'ai dit, voilà, ça c'est faux. Et par rapport j'ai un sentiment patriotique de ce pays, j'aime ce pays, comme il est, même parfois qu'il m'en le la reine. Donc, je n'aime pas qu'on déforme cette... J'ai dit, non, ça c'est pas vrai. Les Allemands, les officiers allemands qui sont venus aider la Hélène à découper les fils barbelés des frontières sont des communistes, militants communistes, et non pas des nazis. Et c'est voilà le fahwa, ce qu'il y a dans ce livre. Juste un détail. Pour ceux qui veulent lire un témoignage sur les actes de torture de Bengana, il y a un livre, Les Mémoires de Shbah al-Mekki, qui ont été publiés à titre posthume par la librairie Ijtihad d'Alger. C'est un livre, un petit livre où il raconte comment lui-même avait été torturé par Bengana, celui qui allait devenir le dernier roi des Ibans selon sacrifice. Ceux qui veulent le lire, voilà, il est disponible à la librairie Ijtihad d'Alger. Permettez-moi de prendre la parole justement pour enchaîner sur la question qui venait d'être posée. Je vais être un peu percutant, monsieur le Président. Vous avez tout d'abord écrire, c'est se défouler. Mais ne pensez-vous pas tout d'abord que c'est plutôt un devoir aujourd'hui d'écrire? Et ça n'empêche pas. Non, mais un devoir, se défouler, absolument. C'est un devoir, je ne pense pas, non. Vous croyez que je dois écrire parce que je me dis, je me donne le droit? Je ne crois pas. C'est un devoir, ça devient une obligation, ça devient... On écrit par l'envie d'écrire, il y a le désir de l'écriture. D'abord, si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas écrire. Si vous me donnez l'ordre, ça devient un devoir. Écrivez maintenant un roman sur tel sujet, je ne pourrais pas le faire. Non, mais c'est un devoir justement pour préparer la relève. Comme ça a été posé comme question tout à l'heure. J'ai donné. Ça, c'est d'une part. J'ai 80 ans. J'ai commencé à écrire à 22 ans. Je suis fatigué. Vous avez... Les gens me disent, 2 minutes, pas que parce que c'est vraiment, je trouve vos questions formidables. C'est rare. Pour vous faire plaisir ou d'insulter comme un amanchia, c'est que vraiment les questions sont littéraires. Elles sont vraiment simplées. Souvent, on me met dans des trucs politico, machin, donc, je vais vous répondre. Je suis content. Donc, il n'y a pas... On me demande encore maintenant, alors, vous avez un projet à écrire? S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Donc, si j'ai donné beaucoup à la relève, si elle n'a pas été capable, parfois, parce que parfois elle a été capable. Moi, je pense à Ahmed Ayashi, je le mets au-dessus des autres, c'est marrant, peut-être que j'ai tort. Sarah Haider, moins bonne que le truc. Mais c'est vrai qu'elle a posé des problèmes, surtout au niveau de la problématique. Ah oui, elle a été plus loin que Boujdara, je trouve. Au niveau justement de la sexualité, de la... Sarah Haider. Mais Sarah Haider n'a pas le style de Hamida. Voilà, Ayashi. Voilà. Pardon. Donc, j'ai répondu à votre question ou pas? Voilà. Et la deuxième question? La deuxième question, vous disiez que vous avez été influencé par Kat Biassi, les écrits de Kat Biassi, les écrits de Mouloud Maghri. Mais par contre, dans votre recueil, si j'ose dire, complet, les contrebandiers de l'histoire, vous les avez cités comme ayant un peu falsifié l'histoire. Et à l'instar aussi à l'instar de Mahmoud Zemmouri, de Kamal Daoud, bien sûr, Boualam Sensor, Yasmina Khadra. Oui, mais pas
Salim Bachir, il y a Salem, qui est cinéaste. J'en passe. Absolument. Mais ils ont falsifié l'histoire, je le maintiens. C'est mon point de vue. Peut-être que je mens, peut-être que je me trompe. Comme tout le monde peut vérifier. Est-ce que Sansal a écrit le village de l'Allemand ou pas? Est-ce que les personnages sont dans le village de l'Allemand sont des nazis ou pas? Oui, il est nazi. Dans bien le roman, sûr. il est nazi. Oh, bien sûr. L'Allemand du village de l'Allemand est nazi d'après ça. Absolument. Donc, voilà, oui, c'est vrai. Les quatre Yassine, ni Mohamed Dib, ni Ferhoud, ni Mamri n'ont trahi l'histoire algérienne. Au contraire, on a appris chez eux. Tout. On sait que vous avez fait partie, dans le temps du parti unique, de FLN, vous avez fait partie du comité de lecture. Non. Donc, jamais. Abadan. Jamais. Quel comité de lecture? Non, j'ai fait partie d'un comité de lecture avec Katib Yassine, avec un certain nombre d'écrivains, Tahroutar, etc., après la libéralisation et des partis, et avec plus de partis uniques. Ça fait une chose, une différence, absolument. Oui. Est-ce que ce n'est pas de là que vous, quand même, que vous tirez toujours un peu le réflexe de la critique, de la censure? J'ai fait passer des romans que j'aimais, comme Katib Yassine avait fait passer des romans qu'il aimait. On était aussi, il y avait Outa, on était une dizaine. Et on n'avait absolument aucune censure, nous, qui étions quand même la plupart des communistes, nous n'avions aucun truc pour aller censurer politiquement, au contraire. Donc, aujourd'hui, il y a des comités de lecture dans tous les pays du monde, dans chaque éditeur. Et là, il n'y en a pas chez nos éditeurs. Il n'y en a pas. Aucun. Même y compris chez Ngrash. C'est lui-même qui lit. Alors, il est donc censeur. Donc, je suis fier d'avoir fait passer certains romans qui me plaisaient bien, de jeunes. Par exemple, les romans de Mufti, Bachir Mufti. J'ai fait passer des romans de Bachir Mufti qui étaient absolument inconnus. J'ai fait passer des romans, je ne savais pas, de Yasmina Khadra à l'époque, qui signait Boussoul, Mohamed Boussoul. Je les ai lus et j'ai trouvé qu'ils étaient bien faits et j'ai voté pour. Et donc, nous étions une dizaine. Donc maintenant, on l'a transformé en censure. Ça, c'est. J'aurais été un censeur. Voilà. Ça a été. Et quand j'étais en prison, est-ce qu'on le dit? Est-ce qu'on le dit? Je termine ma question, pardon. Je termine ma question quand même parce que vous avez parlé de la dépossession. Le dernier livre, je pense. Oui, c'est le dernier roman. La dépossession, donc ça vient du verbe déposséder. Vous qui voulez parler justement de l'histoire falsifiée par certains écrivains, donc vous aimez bien l'histoire et la vraie. Oui. La vraie. Oui. Pourquoi vous n'écrivez pas sur l'histoire justement de l'Algérie, de l'ancienne Berbérie, appelée aujourd'hui l'Algérie, qui a été envahie par beaucoup d'envahisseurs, si j'ose dire, oui. Mais ça, c'est parce que vous êtes kabyle et vous voulez que je vous dise. Pardon. Non, c'est pas parce que je suis kabyle, non. Non. Donc fait partie les Arabes, dont font partie les Arabes, qui nous ont dépossédés justement de notre culture et de notre civilisation. Absolument. C'est pas une fois. Dans tous mes romans, il y a des textes sur les Amazirs, à partir même des textes de Salluste, en latin dans mes romans. Même des romans écrits en arabe, en latin. Vous m'avez pas écrit. Et c'est bizarre quand même, vous n'avez même pas lu le dernier quand même. Vous parlez d'impossession, j'ai toujours écrit sur cette réalité, sur ce truc. Je parle même des Turcs. Dans ce roman-là, par exemple, je parle des Turcs comme... dans le pamphlet, je parle des Turcs comme d'impérialistes et des conquérants, des colonisateurs. De tout ça. Pour moi, les Romains, ça j'ai posé dès le début, j'ai dit cette histoire du pays. Depuis le début, justement, de ces débuts, qui sont des débuts absolument berbéristes, berbères, etc., de la Kahina. J'ai toujours posé le problème dans mes romans, pas 4-5, je crois. Pourquoi cette femme Kahina, qui était, dit-on, je ne sais pas, mais c'est possible, de culte de religion juive, a-t-elle été battue par Ahbab Munafa? Question. Pourquoi le peuple zénète à l'époque, etc., et berbère, n'a pas gagné cette guerre-là?
C'est dans tous mes romans. Et j'ai beaucoup travaillé sur les textes de Sallust, qui était vraiment, avec les guerres des Jugurthas, alors qu'il était un impérialiste. Rome nous a occupé le pays berbère. Les Romains nous ont occupés avant les autres. Hein. Pas bien avant les musulmans en tout cas. Et les Arabes. Et qui nous ont pris aussi notre culture. Est-ce que, par exemple, un Saint-Augustin, qui a été romanisé complètement jusqu'à devenir, il parlait plus berbère, et il parlait que romain, que latin, et il est devenu un prélat de Rome, donc, etc., un grand archevêque de Rome, etc. Donc, c'est des questions que j'ai toujours été, depuis longtemps, avant même qu'il y ait malgré tout un peu la mode berbériste. Hein. J'ai toujours dit et redit, avant le printemps, berbère, avant le printemps, j'ai posé ce questionnement, pas seulement en tant qu'Algérien, mais en tant qu'être humain, par rapport à l'histoire. Comment les peuples ont été occupés, impérialisés, colonisés, torturés, insultés, dans le monde entier. Pourquoi des peuples se laissent faire? C'était ma question. Pourquoi nous, Algériens, avons-nous berbères d'origine, évidemment, indiscutablement, pourquoi nous sommes fait avoir? Et c'est donc dès la répudiation jusqu'à ce dernier roman. Alors, on ne peut pas faire mieux. Maintenant, je n'ai pas écrit un roman particulier sur l'affaire, mais tout ce questionnement presque philosophique, historique et politique, est posé depuis la répudiation. Moi, je pense qu'on ne s'est pas laissé faire assez. Pardon? Vous dites qu'on s'est laissé on s'est laissé envahir un peu par toutes les civilisations. Oui. Or, je pense que la France elle-même, elle a été tout de suite envahie. Oui, c'est l'Europe. Tout à fait. Tout de suite, ils ont pris. Je suis absolument d'accord. Mais non, que tous les peuples ont été conquis, ont été conquérants. Nous aussi. Nous, les Berbères, nous avons été conquérants de l'Occident. De l'Andalousie. Ça ne s'arrête pas arrêté à l'Andalousie. Hein. C'est allé jusqu'à la moitié de la France. Ça montait jusqu'à Poitiers, la Narbonne, etc., Carcassonne. Et pendant un siècle, il y a encore aujourd'hui au-dessus de Nice, la ville de Nice, un village fortifié qui s'appelle Az, avec un portail Montrouge, avec des calligraphies arabes, pas berbères, où on voit que c'est un village fortifié, construit par les arabo-musulmans, c'est-à-dire pour moi les berbéros, en fait, musulmans, parce qu'ils sont partis d'ici. Donc, c'est et moi, je connais mes origines. Je les connais. Sauf que je suis né dans une petite ville, Chaoui, où tout autour, les villages et les petites villes parlent berbère, parlent Chaoui, pas un Bayda, hélas pour moi. Donc je suis né dans un monde arabophone. C'est pas grave. Et je n'ai pas. Non, j'en ai voulu apprendre là. Et je vais vous dire encore une anecdote vraiment amusante. On ne parle pas de l'emprisonnement de Boujdara pendant des années en prison, 3 fois. Et la deuxième fois, c'est avec ma femme en même temps. Ça, c'était dur pour moi. Que moi, je suis en prison, ça ne me fait pas peur. Mais que ma femme soit en prison aussi, elle avait un bébé. 67. Un bébé qu'on a laissé dans l'appartement, on a été arrêtés ensemble dans la rue. Je connais personne. Donc, c'est pour dire simplement que j'ai vraiment fait pour ce pays le maximum contre moi-même, et par rapport à voir cet intérêt pour le pays, parce que j'aime ce pays. Donc, je suis né dans ce village, allez aujourd'hui à Anbed. On ne parle pas, hélas. Et donc, pour vous faire rire, la deuxième, pour vous étonner un petit peu quand même, 1965, coup d'État, le premier coup d'État. Avant, j'étais très ami avec, je suis toujours, mais on ne se voit pas beaucoup, parce qu'il est avec le docteur Rachid Saleh, je pense que tu connais Rachid Saleh, qui a été médecin du travail à Tizi pendant 30 ans. Il est à la retraite maintenant, à Ain Hamam. On était à la fac ensemble. Moi, je faisais philo et maths, lui faisait médecine. Il terminait sa médecine, il était plus âgé que moi. Et on me dit vraiment berbère. Et un jour, il m'a dit, pourquoi tu ne parles pas berbère? Je dis, parce qu'au départ, apprends-moi le berbère, quand les chiches. On a commencé les cours. On a commencé le cours le 15 juin 1965. Le 19 juin, il y a eu le coup d'État, on a été arrêtés tous les deux.
Alors on ne pouvait pas se rencontrer. Et on a passé 3 ans. Quand on a quitté après, lui il avait fini sa médecine dans la prison. Et moi j'avais pas fini mes études. Je suis revenu à la fac. Donc voilà des trucs qui... Mais vous pouvez me dire une chose, par exemple, vous. Pourquoi vous ne mettez pas à apprendre maintenant à 80 ans le kabyle ou le berbère? Wallah, j'aimerais bien. كان نلقى واحد في حل يعلمني Je ne crois pas. Ici même, on apprend à parler kabyle ici. Il y a des gens qui ne connaissent pas. J'aimerais bien. Oui, vraiment. J'aimerais bien. Quelqu'un a... On va vous garder. Ah, voilà. Vous allez apprendre. Absolument. Il y a des cours. Il y a des cours. C'est magnifique. À Alger aussi, je pense qu'il y a des cours. Mais je parle de ce centre-là. Je comprends. Oui, non, c'est pas d'Alger. Moi, il y a des questions. Il y a ceux qui manquent de volonté aussi, si vous permettez. Parce qu'il y a des Palestiniens qui ont continué. Il y a des Chinois qui ont ouvert des commerces ici, dans du village de Kabyle, et qui, en quelques années de présence ici, ont fini par apprendre et l'arabe algérien et le kabyle. Oui, certainement. Là, ils sont particuliers, ceux-là. Je n'ai pas leur intelligence, peut-être. Mais c'est vrai qu'ils ont un manque de volonté, c'est vrai. Si vraiment je voulais, je prendrais des cours, j'irais. Je pense qu'à la fac d'Alger, ou je sais pas, dans certains cercles de l'Alger, on enseigne le tamazight. Il faut que j'ai le temps. Mon éditeur sait très bien combien je n'ai pas le temps. Et hélas, pour moi, c'est un handicap pour moi. Je considère comme si j'avais une jambe en moins. Ou un bras. Monsieur Boujdra Azzoul, bienvenue encore une fois. Je confirme que vous aimez cette région, en particulier, parce que presque un mois, vous êtes venu 2 fois. Et on a beaucoup apprécié. Alors, je vais m'empresser de poser votre question, une question, parce que j'ai envie de vous demander autre chose. Alors, la question, dans la dépossession, pourquoi est-ce que c'est maintenant que vous vous révélez certains ponts de votre vie familiale, de vos proches? Pourquoi est-ce que c'est en ce moment-là, à cet âge-là, après un grand nombre de livres? Mais quel nom? Parce que j'ai parlé toujours... Dans la dépossession, vous parlez de votre frère. Vous avez révélé... Dans la répudiation, vous avez... dans la répudiation, c'est le personnage principal, Zahir. Oui, mais... Ceux qui ont lu la répudiation... Oui, mais cette fois-ci... Zahir, là. Depuis la répudiation jusqu'au dernier, j'ai parlé de ce frère qui s'est suicidé, pour les raisons dont j'ai parlé. J'ai parlé de l'enterrement de ma mère qui m'a toujours frappé. J'ai parlé de la sauvagerie de mon père, la férocité de mon père, depuis toujours. Donc je ne pense pas, peut-être qu'il y a toujours des éléments en plus dans un roman et des éléments en moins, mais en fait l'ossature, elle est là. Toujours est-il, est-ce que c'est un poids que vous ne supportez plus de porter? Un fardeau assez fatigant. Peut-être. Non, mais là, vous faites ma psychanalyse. C'est bien lié. Très bien. Peut-être. Alors, je vais droit au but. Je travaille chez les Turcs. Voilà, l'anecdote. Je viens de quitter mon boulot. Je me suis empressé de venir vous faire une demande en public. Mon 6e roman est accepté par l'éditeur en France. Voilà le contrat que j'ai signé hier. Et je voudrais vous demander humblement une préface. Après, bien sûr, lecture. J'ai lu déjà ton roman. Avec plaisir. Je suis absolument d'accord et je le ferai. J'ai lu déjà le roman, vous me l'avez donné. Et donc, je l'ai lu. Et j'étais prêt à une préface. À partir du moment où vous auriez un éditeur. Vous l'avez, on va faire la préface. Donc, pour dire une chose, c'est que par rapport à ce que vous avez dit, l'année dernière, j'étais ici, et même avant, il n'y a pas longtemps, il y a 3 mois, la région qui m'invite, la wilaya, ou les 2 wilayas qui m'invitent le plus en Algérie, c'est ici. C'est celle de Béjaïa et de Tizi Ouzou. Ma wilaya moi-même, jamais je n'étais invité dans ma wilaya. Jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont 2 wilayas où il y a quelque chose de plus qu'ailleurs. Wallah, ils sont du tout flattés ni rien. Et je trouve que, j'ai toujours dit à Ammar, parce qu'on se fréquente beaucoup, je me dis toujours, il y a des progrès qui se font en Kabylie qui ne se font pas ailleurs.
Et depuis toujours. La Kabylie a toujours été, et les deux Kabylies ont toujours été vraiment des lieux de... Est-ce que... Des fois, je me dis, est-ce que l'immigration a joué un rôle, par exemple? Est-ce que la laïcité, par exemple, grâce à cette immigration? Donc, il y a beaucoup de questions que je me pose, et je dis simplement que ça fait l'année dernière, je crois, pour le roman, et cette année encore, je crois que j'ai été invité 36 fois dans les deux wilayas. Et 0 fois dans ma wilaya de naissance. 0. Voilà. Alors, par la même occasion, je voulais lier deux choses. Ma sympathie, mon profond sentiment pour Kapaukas, et puis votre grande sympathie. Je vous remercie et puis on aura l'occasion de discuter tout à l'heure. Avant que je regarde mon boulot. Merci. Avec plaisir. Merci de venir avec moi. Merci. Donc, Rachid Boudra, c'est quelqu'un qui a fait éloge de son... Donc, Rachid Boudra, c'est quelqu'un qui a fait éloge, qui assume pleinement son athéisme. Mais il n'en a jamais parlé dans ses écrits, dans ses romans. C'est-à-dire, on doit avoir privilégié justement... Non, mais mes personnages, c'est pas nécessairement... moi, il n'y a pas Boudra dans le... Ah, si. Non seulement l'apologie, mais j'ai vraiment... je ne vois pas un de mes romans où il n'y a pas quelqu'un qui est un peu païen, un peu athée, un peu... Mais c'est pas un roman n'est pas le lieu de la propagande ou de la publicité pour tel ou tel... Parce que l'athéisme, c'est une idéologie, c'est une vision du monde. Je ne la défends pas, je ne la développe pas dans des romans. Ça devient, sinon, je donne des leçons. Je donne des... Voilà, vous devez faire comme ci, vous devez faire comme ça. Non. Moi, je ne veux pas, et simplement, tous mes romans, mais tous mes personnages principaux, intéressants, parce qu'il n'y a pas, je n'ai pas de héros, je n'ai pas de héros, mais il y a des personnages plutôt fragiles, etc. Et le problème, j'ai parlé de problème tout à l'heure, métaphysique. Mes romans ont comment dire, cette particularité d'être métaphysique un peu, peut-être par ma formation de philosophie. Qu'est-ce que la philosophie, en fin de compte? C'est un mot, le doute. Dans mes romans, on doute de tout. Tous mes romans, il n'y a pas un, c'est le doute. C'est basé même, c'est quasiment, c'est une mécanique du doute. La mécanique du doute, c'est dans mes romans. Et je doute, les personnages doutent un peu de ça, de ci, de l'amour, de la haine, de Dieu, du prophète, etc. Donc c'est plein, et je crois quand même que, les gens, vous qui dites que je n'ai pas développé, je crois que vous m'avez mal lu ou vous ne m'avez pas lu du tout. Voilà. Depuis tout à l'heure, monsieur. Bonjour, Rachid Boudra.